Mon grand-père m'a trouvé en train de dormir dans ma voiture et m'a demandé, « La maison que je t'ai offerte, elle ne te plaisait pas ?» Ma mère a répondu à sa place, on la lui a reprise pour la donner à sa sœur. Elle a une famille, elle le mérite davantage. Mon grand-père a sorti son téléphone et s'est mis à hurler. Je m'appelle Juliette, j'ai 23 ans et j'ai toujours été la fille calme, celle qui maintient la paix, celle qui recule devant les confrontations et ravale ses mots plutôt que de faire une scène. Je pensais que cela faisait de moi quelqu'un de mature, d'adaptable, facile à aimer. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que cela me rendait facile à utiliser. J'ai une sœur aînée, Élodie, qui a 29 ans. Dès l'instant où j'ai eu conscience de ce qui m'entourait, tout dans notre foyer tournait autour d'elle. Mes parents, Philippe et Nathalie, tous deux au début de la cinquantaine, traitaient Élodie comme si elle était le soleil lui-même. Ses besoins passaient avant tout, ses problèmes devenaient des urgences familiales, son bonheur était le seul qui comptait. Élodie s'est mariée à 23 ans avec un type nommé Julien. Je ne lui ai jamais fait confiance, sa façon de parler beaucoup pour ne rien faire me dérangeait. Aucun des deux n'avait d'emploi stable, Julien faisait quelques chantiers au noir quand il en avait envie, rien de constant, et Élodie ne travaillait pas du tout. Elle balayait toute suggestion d'emploi par un « je dois me concentrer sur les enfants ». Elle avait 2 enfants, Léa, 6 ans, et Lucas, 4 ans. Comment Élodie et Julien survivaient-ils? C'est simple, ils vivaient au crochet de mon grand-père. Mon grand-père, Pierre, a 76 ans. Il est veuf depuis 12 ans maintenant, et, avant de prendre sa retraite, il avait bâti une chaîne prospère de magasins de bricolage dans toute la région. C'est un homme dur, de la vieille école, le genre d'homme qui croit au travail acharné et à la responsabilité personnelle. Il ne tolère ni les excuses ni la paresse, pour une raison que je n'ai jamais tout à fait comprise, j'ai toujours été sa préférée, non pas parce que je l'avais demandé, mais selon lui, parce que j'avais du bon sens et un cœur humble. Je travaillais à temps plein comme coordinatrice administrative dans une petite entreprise de logistique, gagnant environ 1 800 € par mois. Ce n'était pas énorme, mais ça couvrait mes factures. J'aidais mes parents à payer le loyer quand je pouvais et je glissais même de l'argent pour les courses à Élodie de temps en temps quand les enfants avaient besoin de quelque chose. Pendant ce temps, mes parents suppliaient constamment mon grand-père de donner plus d'argent à Élodie. Elle élève 2 enfants, papa, disait ma mère, Julien cherche du travail, mais c'est dur en ce moment, ils ont besoin d'aide. Mon grand-père leur envoyait 2 500 € chaque mois, plus que ce que je gagnais en travaillant 39 heures par semaine, mais ce n'était jamais assez. Il y avait toujours une urgence, toujours quelque chose dont les enfants avaient besoin de toute urgence, de nouvelles chaussures, des visites chez le médecin, des fêtes d'anniversaire. Il y a 3 mois, j'ai eu 23 ans. Je ne m'attendais pas à grand-chose, les anniversaires dans ma famille n'étaient importants que si vous vous appeliez Élodie. Mais ce matin-là, mon téléphone a sonné, c'était mon grand-père. « Juliette, ma chérie, je monte te voir aujourd'hui », a-t-il dit, la voix vibrante d'excitation, j'ai une surprise. Il est arrivé cet après-midi-là dans sa vieille berline impeccable, se garant devant l'étroit appartement étroit où nous vivions tous les 7, mes parents, Élodie, Julien, Léa, Lucas et moi. Oui, 7 personnes entassées dans 2 chambres, c'était le chaos tous les jours. Mon grand-père est entré avec une grande enveloppe Kraft, le visage rayonnant. « Joyeux anniversaire, Juliette », a-t-il dit en me serrant fort dans ses bras. « Allez, tout le monde, asseyez-vous. » Nous nous sommes rassemblés dans le petit salon. Élodie s'est assise sur le canapé les bras croisés, l'air déjà agacé. Mes parents ont échangé des regards. Julien s'appuyait contre le mur, prêtant à peine attention. Mon grand-père m'a tendu l'enveloppe. « Ouvre-la, ma puce. » Mes mains tremblaient en la déchirant. À l'intérieur se trouvaient des clés et une épaisse pile de documents notariés. Mes yeux ont parcouru la première page, mais je n'arrivais pas à réaliser. « C'est une maison », a dit mon grand-père, la voix brisée par l'émotion. Une belle maison de 3 chambres dans le quartier des Lilas. Entièrement meublée, électroménager moderne, tout est prêt pour que tu emménages. Elle est à ton nom, Juliette. C'est la tienne. Je me suis figée, mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Papy, je ne peux pas accepter ça, ai-je balbutié. Si, tu peux, a-t-il dit fermement en prenant mes 2 mains dans les siennes.
Tu la mérites. Tu es une bonne personne, Juliette. Respectueuse, travailleuse. Tu ne me demandes jamais rien, tu ne te plains jamais. Tu donnes et tu donnes sans rien attendre en retour. Cette maison est ma façon de te dire que je vois tout cela et que je suis fière de toi. Les larmes coulaient sur mon visage. Je l'ai serré si fort que j'ai cru que j'allais le briser. C'était le moment le plus incroyable de ma vie. J'ai jeté un coup d'œil autour de la pièce. Mes parents avaient l'air mal à l'aise, leurs expressions étaient tendues. Le visage d'Élodie s'était tordu en quelque chose de laid, l'envie, le ressentiment. Julien faisait la grimace. Mais je m'en fichais. Pour une fois, quelque chose de bien m'arrivait. Le lendemain, mon grand-père m'a emmené voir la maison avant de rentrer chez lui. Elle était parfaite, 3 chambres, 2 salles de bain complètes, une magnifique cuisine équipée, un salon spacieux avec du parquet et un jardin intime avec une petite terrasse. Tout était meublé avec goût, prêt à être habité. Tout est à toi, Juliette, a dit mon grand-père en m'embrassant une dernière fois. Prends en soin. Profitant. Tu l'as mérité. Je suis retournée à l'appartement cet après-midi-là, avec l'impression de flotter. Pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose qui était vraiment à moi, un espace à moi, un avenir qui semblait plus brillant. Mais ce sentiment s'est évaporé à la seconde où j'ai franchi la porte. Ma mère m'attendait dans le salon, les bras croisés, le visage dur. Mon père était assis à côté d'elle. Élodie et Julien étaient là aussi. « Juliette, il faut qu'on parle », a dit ma mère. « Bien sûr », ai-je dit, souriant toujours. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « C'est à propos de la maison », a commencé mon père. « On a réfléchi, et cette maison est bien trop grande pour toi. » Mon sourire a vacillé. « Comment ça ? Tu es célibataire », a poursuivi ma mère. « Eh bien, ai-je pensé, peut-être pour l'avenir. Ta sœur, en revanche, a interrompu mon père, a 2 enfants. Léa et Lucas ont besoin d'espace pour grandir, pour jouer. Ils sont à l'étroit ici, Juliette. Ce n'est pas juste. Pas juste, a renchéri Élodie, sa voix plaintive et aiguë. Que tu aies cette immense maison toute seule alors que mes enfants sont coincés dans ce petit taudis. Mais papy me l'a donné, ai-je dit, la panique montant dans ma poitrine. C'est la mienne. Nous sommes une famille, a dit ma mère fermement. La famille partage. La famille s'entraide. J'aide déjà, ai-je protesté faiblement. Je vous donne de l'argent quand je peux. C'est différent, a dit mon père. Il s'agit de donner un vrai foyer à ta nièce et ton neveu. Tu ne veux pas qu'ils soient heureux ? Et c'est comme ça que ça a commencé. Chaque jour pendant les 3 semaines suivantes, ils m'ont usé. Des commentaires constants sur mon égoïsme, sur le fait qu'Élodie méritait plus la maison parce qu'elle avait une famille, sur le fait que j'étais jeune et célibataire et que je n'en avais pas vraiment besoin. Pense aux enfants, Juliette, disait ma mère chaque matin au café. Ne sois pas si égoïste, murmurait mon père chaque soir avant de se coucher. Tu es ma sœur, me disait Élodie avec des larmes de crocodile coulant sur son visage, on ne compte pas pour toi. Je déteste les conflits, je déteste me battre, et c'était incessant, étouffant, écrasant. Au bout de 3 semaines, j'ai craqué. D'accord, ai-je chuchoté, sentant comme si on m'arrachait le cœur de la poitrine. Élodie peut avoir la maison. La célébration a été immédiate. Élodie m'a serré dans ses bras pour la première fois depuis des années. Mes parents m'ont tapoté le dos en disant que j'étais une bonne sœur. Julien m'a même souri. En quelques jours, Élodie, Julien, les enfants et mes parents ont tous emménagé dans la maison que mon grand-père m'avait donnée. Tu peux rester ici dans l'appartement, a dit ma mère avec désinvolture. Le loyer est payé, tu seras tranquille. Je suis restée dans cet appartement vide la première nuit, me sentant complètement vide. Au moins, j'avais encore un toit au-dessus de ma tête. 2 jours plus tard, je suis rentrée du travail et ma clé ne tournait plus. J'ai réessayé. Rien. La serrure avait été changée. J'ai frappé. Pas de réponse. J'ai appelé ma mère, messagerie directe. Mon père n'a pas décroché. Élodie avait bloqué mon numéro. Finalement, une voisine m'a dit qu'elle avait vu le propriétaire ce matin-là.
Je l'ai appelé. Ouais, Philippe et Nathalie m'ont dit qu'ils n'avaient plus besoin de l'appart, a-t-il dit. Ils ont résilié le bail. Je l'ai déjà reloué à quelqu'un d'autre. Je suis restée sur le trottoir avec mon sac de travail, fixant la porte de l'appartement où j'avais vécu toute ma vie. Je n'avais nulle part où aller. Je n'avais pas d'argent pour l'hôtel. Je n'avais certainement pas assez pour une caution sur un nouvel appartement, mes économies étaient pathétiques. La seule chose que j'avais était ma voiture, une vieille Renault Clio de 15 ans qui roulait encore par miracle. Cette première nuit, je me suis garée devant la maison que mon grand-père m'avait donnée, la maison où vivait maintenant ma famille. J'ai incliné le siège conducteur aussi loin que possible, j'ai tiré ma veste sur moi comme une couverture et j'ai essayé de dormir. Ce fut la nuit la plus longue de ma vie. Le lendemain matin, je me suis lavée du mieux que je pouvais dans les toilettes d'une station-service avant d'aller travailler. Personne à mon travail ne savait ce qui se passait, j'avais trop honte pour leur dire. Les nuits suivantes furent les mêmes. Je me garais devant ma maison, et je regardais les lumières briller chaleureusement à l'intérieur pendant que je grelottais dans ma voiture. Je voyais des ombres passer devant les fenêtres, j'entendais des rires étouffés, je voyais les enfants jouer dans le jardin. Pendant ce temps, je me lavais les cheveux dans des toilettes publiques et je mangeais des sandwichs premier prix pour économiser. Les semaines se sont transformées en mois. 5 mois à dormir dans cette voiture, 5 mois de mal de dos, de nuits froides et d'humiliations écrasantes. 5 mois à me garer devant la maison qui aurait dû être la mienne, regardant ma famille vivre la vie que j'étais censée avoir. J'ai continué à travailler, continué à me présenter, continué à faire semblant que tout allait bien. Que pouvais-je faire d'autre? Puis, un samedi matin à 6 heures, j'ai entendu un coup sec sur ma vitre. Je me suis réveillée en sursaut, désorientée et groggy. Les vitres étaient embuées par mon souffle. J'ai essuyé la vitre avec ma manche et mon cœur s'est arrêté. Mon grand-père se tenait à l'extérieur de ma voiture, me fixant avec une expression de choc total. J'ai ouvert la portière et je suis sortie en trébuchant. Mes cheveux emmêlés, mes vêtements froissés, mon visage bouffi d'avoir dormi dans une position inconfortable. Les yeux de mon grand-père m'ont parcouru, puis se sont déplacés vers la banquette arrière, les couvertures, l'oreiller de fortune, les vêtements suspendus au crochet, les sacs de fast-food sur le sol. Son visage est passé de la confusion à l'horreur. « Juliette » a-t-il chuchoté, la voix tremblante. « Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi dors-tu dans ta voiture ?» Je ne pouvais pas parler. Les larmes ont juste commencé à couler sur mon visage. « Et la maison que je t'ai donnée ?» a-t-il demandé, la voix brisée. « Elle ne te plaisait pas? Que s'est-il passé? » À ce moment-là, la porte d'entrée de la maison s'est ouverte. « Papa » s'est exclamée ma mère avec une joie forcée. « Quelle surprise! On ne savait pas que tu venais. » Mon grand-père ne l'a même pas regardé. Il a gardé les yeux rivés sur moi, attendant une réponse. « Papy, Ma voix s'est brisée. Qu'est-il arrivé à la maison, a-t-il exigé plus fort maintenant, son regard passant de la maison à moi. Ma mère s'est approchée nerveusement. « Papa, laisse-moi t'expliquer. » « Explique, » a dit mon grand-père, sa voix tombant dans un murmure dangereux. « Explique-moi pourquoi ma petite fille dort dans sa voiture devant la maison que je lui ai donnée. » Ma mère a dégluti difficilement. « Eh bien, on la lui a reprise pour la donner à Élodie. Élodie a une famille, papa, elle le mérite plus. Juliette est jeune, elle est célibataire, elle n'a pas besoin d'une si grande maison. C'est une ratée qui n'a même pas encore fondé de famille. Élodie en avait besoin. » Le silence qui a suivi était assourdissant. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» a chuchoté mon grand-père. Les mots de ma mère sortaient maintenant plus vite, plus désespérés. « Élodie a un mari et 2 enfants, papa. Juliette est toute seule. Pourquoi aurait-elle besoin de 3 chambres? C'était juste logique de... » Le visage de mon grand-père est passé par une série de transformations, incrédulité, choc, puis pure rage. Sans dire un autre mot, il a sorti son téléphone et a composé un numéro. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé ma mère nerveusement. « Oui, j'ai besoin d'une patrouille de police à cette adresse immédiatement, » a dit mon grand-père au téléphone, la voix froide et stable.
Il y a une occupation illégale d'une propriété enregistrée à mon nom et au nom de ma petite fille. Envoyez quelqu'un tout de suite, s'il vous plaît. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé ma mère. Ils vivent ici. Les enfants vivent ici. Les enfants ne devraient pas vivre dans une maison volée, a rugi mon grand-père plus fort que je ne l'avais jamais entendu. Il a marché vers la porte d'entrée. Ma mère a essayé de le bloquer, mais il l'a repoussée comme si elle était en papier. Tout le monde dehors, a-t-il beuglé en entrant. Sortez de cette maison tout de suite. J'ai entendu le chaos éclater à l'intérieur. Élodie qui criait, Julien bafouillant des excuses, mon père essayant de calmer tout le monde, les enfants qui pleuraient, effrayés par les cris. Cette maison appartient à Juliette, a crié mon grand-père. Je l'ai payée avec mon propre argent. Je la lui ai donnée. Personne n'avait le droit de la lui prendre. Et Élodie est sortie en trébuchant sur le porche, sanglotant hystériquement. Mes enfants ont besoin de cette maison. Tes enfants ont besoin de parents qui travaillent, a répliqué mon grand-père. Pas d'une maison volée. Papa, on peut arranger ça, a essayé mon père, la voix tremblante. C'était juste un malentendu. Malentendu ? Mon grand-père s'est tourné vers lui, les yeux flamboyants. Laisser ta fille dormir dans sa voiture dans la rue est un malentendu ? Elle a accepté de nous donner la maison, a dit Élodie sur la défensive. L'avez-vous mise sous pression, a exigé mon grand-père. L'avez-vous manipulée ? Avez-vous profité de sa gentillesse ? Personne n'a répondu. La culpabilité était écrite sur leur visage. 10 minutes plus tard, 2 voitures de police sont arrivées. Mon grand-père a montré aux agents l'acte de propriété original, montrant clairement que le bien était enregistré à son nom et au mien. Ils ont examiné les documents, parlé avec ma famille et ont finalement rendu le verdict. Mesdames et messieurs, vous devez quitter cette propriété, a dit l'officier. Vous avez 1 heure pour rassembler vos affaires essentielles. Nous n'avons nulle part où aller, a pleuré ma mère. Ce n'est pas un problème légal, madame, a répondu l'officier. 1 heure. Commencez à faire vos valises. L'heure suivante fut un chaos absolu. Élodie pleurait en jetant des vêtements dans des valises. Julien jurait dans sa barbe. Mes parents suppliaient mon grand-père de reconsidérer. Mon grand-père se tenait dans le jardin, le bras autour de mes épaules, impassible. Ça aurait dû être à toi depuis le début, m'a-t-il chuchoté. Et ça le sera maintenant. Exactement 1 heure plus tard, ma famille se tenait sur le trottoir entourée de valises et de sacs poubelles. Élodie était hystérique. Mes parents avaient l'air brisés. Papa, s'il te plaît, a supplié ma mère une dernière fois. Au moins, ne nous retire pas le soutien mensuel. Les enfants doivent manger. Mon grand-père l'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, une pure et froide déception. À partir de ce jour, a-t-il dit, la voix glaciale, vous ne toucherez plus un seul centime de ma part. Les chèques mensuels, c'est fini. Les prêts, c'est fini. Tout est fini. Mais les enfants, a gémi Élodie. Les enfants sont la responsabilité de leurs parents, a dit mon grand-père sans compassion. Vous deux, il a pointé Élodie et Julien, trouvez du travail. Travaillez comme Juliette a travaillé toute sa vie. Soyez humble comme vous l'avez humilié. Papa, s'il te plaît, a commencé mon père. Et vous, a dit mon grand-père en se tournant vers mes parents avec du dégoût dans les yeux, vous êtes une honte. Vous avez tellement favorisé une fille que vous avez détruit l'autre. Vous les avez laissés voler la maison de votre propre fille et l'avez laissée à la rue. Vous ne méritez pas de vous appeler parents. Nous sommes ta famille, a dit ma mère désespérément. Juliette est ma famille, a dit mon grand-père en me tirant plus près. Vous n'êtes que des gens toxiques qui partagez mon sang. Je ne veux plus jamais vous revoir. Restez loin de cette maison. Restez loin de Juliette. Ne me contactez pas. C'est fini. Il les a laissés là sur le trottoir avec leurs affaires et leur honte. Nous sommes entrés dans la maison ensemble. Ma maison. Enfin. Vraiment la mienne. Je suis désolée, ai-je dit à mon grand-père à travers mes larmes. J'ai été si faible. J'aurais dû me défendre.
Tu n'étais pas faible, a-t-il dit, ses propres yeux humides. Tu étais gentille, et ils ont abusé de ta gentillesse. Mais c'est fini maintenant. Cette maison est à toi et seulement à toi, et je veillerai personnellement à ce que personne ne te la reprenne jamais. Les semaines suivantes furent surréalistes. J'ai emménagé correctement dans la maison. J'ai dormi dans un vrai lit pour la première fois en 5 mois. J'ai pris de longues douches chaudes dans une vraie salle de bain. J'ai cuisiné des repas dans une cuisine entièrement équipée. Cela semblait être un rêve. Ma famille a essayé de me contacter constamment. Appels téléphoniques, SMS, email. Juliette, s'il te plaît. Les enfants ont faim. Juliette, on ne peut pas payer le loyer. Juliette, ta sœur souffre. 3 semaines après leur expulsion, ma mère m'a envoyé un long message désespéré. Juliette, nous avons fait une terrible erreur, mais nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. S'il te plaît, aide-nous. Pour la première fois de ma vie, j'ai répondu fermement, non. Pendant des années, je vous ai aidé. Je vous ai donné mon argent. Je vous ai donné ma compréhension. Et quand j'ai enfin eu quelque chose à moi, vous l'avez pris sans une seconde pensée et m'avez laissé à la rue. Maintenant, débrouillez-vous comme j'ai toujours dû le faire. J'ai bloqué tous leurs numéros. Absolument tous. Mon grand-père m'a rendu visite une semaine plus tard pour prendre de mes nouvelles. Comment te sens-tu ? A-t-il demandé alors que nous buvions un café dans mon salon. Libre ? Ai-je répondu honnêtement. Pour la première fois de ma vie, je me sens libre. Il a souri, les larmes brillant dans ses yeux. C'est exactement ce que je voulais entendre, ma chérie. Au cours des 2 mois suivants, j'ai commencé à entendre des choses par des connaissances communes. La situation de ma famille s'était rapidement détériorée. Sans les chèques mensuels de mon grand-père, Élodie et Julien ont été forcés de trouver du travail. Élodie a trouvé un emploi de caissière dans une épicerie. Julien a commencé à travailler dans le bâtiment à temps plein. Ils ont emménagé dans un petit étroit dans un quartier difficile, le genre d'endroit qu'ils méprisaient auparavant. Mes parents ont dû prendre un petit 2 pièces exigu, et tous deux ont pris des emplois à temps partiel pour joindre les 2 bouts. J'ai ressenti une petite pointe de culpabilité en entendant ces choses, mais je me souvenais ensuite de ces 5 mois. Les nuits froides dans ma voiture, la honte de me laver les cheveux dans les lavabos des stations-service, la façon dont ils avaient profité de ma maison pendant que je souffrais dehors. La culpabilité ne durait jamais longtemps. Mon grand-père m'a appelé un soir, la voix sérieuse. Juliette, je dois te dire quelque chose. Ta mère s'est présentée chez moi aujourd'hui. Mon estomac s'est noué. Elle m'a supplié de les pardonner. Elle a dit qu'ils avaient appris leur leçon. Elle m'a demandé de les aider financièrement à nouveau. Bien, ai-je dit doucement. Elle a dit que tu es devenue froide, sans cœur. J'ai ri amèrement. C'est drôle venant d'eux. Je lui ai dit la vérité, a continué mon grand-père. J'ai dit, tu n'as pas changé du tout. Tu es toujours la même personne gentille et généreuse que tu as toujours été. Tu as juste enfin appris que la gentillesse ne signifie pas laisser les gens te détruire. Les larmes m'ont picoté les yeux. Merci, papy. Je suis fière de toi, ma puce. Tu es plus forte que tu ne le crois. Aujourd'hui, 6 mois après que mon grand-père m'ait trouvé dormant dans ma voiture, je vis une vie que je n'aurais jamais imaginée possible. J'ai décoré ma maison exactement comme je le voulais. La 3e chambre est maintenant un bureau. J'ai peint les murs, accroché des œuvres d'art, rempli l'espace de plantes, de livres et de choses qui me rendent heureuse. J'ai invité des amis à dîner, commencé à organiser des soirées-jeux, créé une vie qui est réellement la mienne. J'ai même eu une promotion au travail. Il s'avère que lorsque vous n'êtes pas épuisé de dormir dans votre voiture et émotionnellement vidé par une dynamique familiale toxique, vous pouvez réellement vous concentrer et exceller. Est-ce que ma famille me manque ? Parfois. Il y a des moments où je vois les vieux jouets de Léa et Lucas dans le garage et je ressens une pointe de tristesse. Des moments où je me souviens des fêtes et des anniversaires d'il y a des années quand les choses semblaient plus simples. Mais ensuite, je me souviens de la vérité. Les choses n'ont jamais été vraiment simples. J'étais juste plus facile à contrôler à l'époque.
J'ai appris quelque chose de crucial à travers tout cela. La gentillesse sans limite n'est pas une vertu. C'est une vulnérabilité que les gens exploiteront. J'ai appris qu'être calme ne vous rend pas faible, mais laissez les gens vous marcher dessus, si. J'ai appris que la famille n'est pas déterminée par le sang. Elle est déterminée par le respect, l'amour et le soutien mutuel. Mon grand-père l'a prouvé. Mes parents et ma sœur ont prouvé le contraire. La semaine dernière, j'ai croisé Elodie au supermarché où elle travaille. Elle était à la caisse, l'air fatigué et usé. Nos yeux se sont croisés à travers le magasin. Pendant un instant, j'ai pensé à aller la voir, à lui demander comment elle allait, mais je me suis souvenu de ma voiture, du froid, de la honte, de la façon dont il m'avait tout pris sans hésiter. Je me suis retournée et j'ai pris une autre allée. Je ne suis pas froide. Je ne suis pas sans cœur. Je me protège enfin, tout simplement. Mon grand-père vient me voir un week-end sur 2 maintenant. Nous cuisinons ensemble, regardons de vieux films et parlons pendant des heures. Il me raconte des histoires sur la construction de son entreprise, sur ma grand-mère, sur les leçons de vie qu'il a apprises. Tu sais de quoi je suis le plus fier, a-t-il dit dimanche dernier alors que nous étions assis sur ma terrasse à regarder le coucher du soleil. De quoi? Que tu ne sois pas devenu amer. Tu n'as pas laissé ce qu'ils ont fait te transformer en une personne colérique et rancunière. Tu es juste devenu libre. Il avait raison. Je ne suis plus en colère. Je ne suis même pas triste. Je suis juste libre. Libre de vivre dans ma maison. Libre de prendre mes propres décisions. Libre de dire non sans culpabilité. Libre de construire une vie selon mes propres termes. Cette maison avec ses 3 chambres, sa belle cuisine et son jardin douillet n'est pas juste un bâtiment. C'est un symbole. Un rappel que je vaux plus que la façon dont on m'a traité, que je mérite de l'espace, du confort et du respect. Chaque soir, quand je verrouille ma porte d'entrée, je me sens reconnaissante, pas seulement pour la maison, mais pour la leçon. Je suis libre. Et cette liberté n'a pas de prix. Certaines personnes pourraient dire que je devrais pardonner à ma famille. Que je devrais les aider maintenant que je suis stable. Que les liens du sang sont plus forts que tout. Mais ces gens n'ont pas dormi dans leur voiture pendant 5 mois pendant que leur famille vivait dans le luxe. Ces gens ne se sont pas fait tout prendre par ceux qui étaient censés les protéger. Je ne suis pas cruelle. J'ai juste fini d'être utilisée et je suis enfin, vraiment, complètement libre.